Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Contre-champ, le rendez-vous vidéo et long format de Mediapart qui décrypte chaque mois les conditions de production de ce qui nous est donné à voir, lire ou entendre. Aujourd'hui, c'est à ce que peut et ce que ne peut pas un ministre de la Culture que nous nous intéressons. Nous sommes pour cela en compagnie d'Aurélie Filippetti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc ancienne ministre de la Culture du gouvernement Ayrault et je suis, comme pour toute cette saison de Contre-champ, en compagnie de Joyce Ormond. Bonjour. Bonjour. Alors, on ne voulait pas vous inviter, Aurélie Filippetti, pour faire ni le bilan de votre passage par le ministère, ni vous demander de commenter l'action de votre successeuse. En bref, on ne voulait pas vous demander seulement un retour vers le passé ou un programme pour l'avenir, mais on avait envie de profiter de votre expérience à la fois récente et distante rue de Valois pour réfléchir à comment il serait possible de repenser ce ministère qui à la fois est très prestigieux, mais dont on a l'impression qu'il est aussi une expérience quotidienne de l'impuissance. Première question, c'est quoi le pouvoir concret d'un ministre de la Culture? À quel obstacle vous vous heurtez et quelles quand même possibilités vous avez? Bon, d'abord, un ministre de la Culture n'est pas impuissant. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on a une action, puisque d'abord, on est, comme tout ministre, à la tête d'une administration. Et l'administration du ministère de la Culture, c'est beaucoup de monde, c'est 30 000 personnes à Paris et évidemment en province, et aussi bien au sein du ministère ou dans les DRAC, donc l'administration déconcentrée de l'État, que dans les établissements publics du ministère qui ont une certaine autonomie, les grands musées, le Louvre ou bien l'Opéra, etc. Donc c'est un poids important au sein de l'État. Et cette administration, elle est composée de gens très compétents, souvent très passionnés par leur matière, leur discipline et leur mission. Et le rôle d'un ministre, c'est de leur donner l'impulsion, la ligne directrice, les orientations qui vont dessiner une politique culturelle. Après, ce que n'est pas un ministre de la Culture, ce n'est pas quelqu'un qui va pouvoir pousser des artistes ou permettre à des générations d'artistes d'explorer de nouveaux champs esthétique. Ça, évidemment, faut pas tout confondre. Ce que n'est pas un ministre non plus, selon moi, ça ne doit pas être quelqu'un qui va dire ce qui est le beau ou le bien en matière culturelle. C'est au contraire quelqu'un qui doit ouvrir le champ des possibles, donner de la liberté de création aux artistes et donner les moyens au public les plus divers possibles de venir rencontrer ces artistes. On ne va pas revenir sur le fait que les difficultés budgétaires auxquelles vous vous êtes heurté, d'ailleurs dont on a parlé dans Mediapart, oui. Mais c'est quoi les autres obstacles? Parce que vous dites, est-ce que l'administration c'est toujours un élément de puissance? C'est 30 000 personnes. Franchement, l'administration du ministère, encore une fois, après c'est comme partout, il y a toujours aussi une petite partie des gens, mais l'administration du ministère, c'est une administration de gens très compétents. Que ce soit, je pense aux archives nationales, des domaines qu'on ne cite pas forcément toujours, les archives, l'archéologie, tout l'ensemble du maillage territorial de notre pays, dans tous les établissements culturels qui constituent en France un réseau extraordinaire et unique au monde. Bon, donc ce sont des gens très motivés. Mais après, c'est vrai, il faut le dire, il y a les obstacles budgétaires qui sont réels et qui... pour ma part, ont été le principal obstacle, puisque j'ai été la ministre de la Culture qui a eu à subir la plus lourde diminution de son budget, 4% la première année et 2% la seconde année, donc ce qui avait été imposé par Bercy. Et puis, dans les difficultés, pas un obstacle, mais une difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il y a des relations qui sont complexes avec les collectivités locales, qui sont des intervenants aussi en matière de politique culturelle, puisque les collectivités cofinancent souvent avec le ministère, par exemple dans le domaine du spectacle vivant, cofinancent beaucoup, et que donc il faut en permanence que le ministère conserve un rôle à la fois d'impulsion, de garant de la liberté de création pour ne pas qu'il y ait des tentations de récupération politique, vous voyez. Mais c'est ça la difficulté ou la subtilité aujourd'hui, c'est de bien gérer les relations avec les collectivités territoriales. Et puis concernant les établissements dont j'ai parlé, les grands musées qui ont une autonomie, il faut, tout en veillant à respecter l'autonomie de chacun, en même temps que ça dessine une politique cohérente d'ensemble.
Et est-ce qu'il n'y a pas quand même un troisième point qu'on se dit quand on voit ça un peu de l'extérieur, que la culture reste un ministère du prestige et du coup un ministère très régalien, et que donc les relations avec l'Élysée ne sont pas forcément faciles? Parce que ça reste le domaine, notamment depuis Mitterrand, le domaine réservé. Mais, oui et non. C'est pas dans la Constitution, c'est pas un domaine réservé du président. C'est pas les affaires étrangères. Donc, je parlais plus de la pratique que de la Constitution. Le fait est que c'est en termes d'image, de stature, que souvent la culture a été vue comme un symbole de la présidentialité du régime, et surtout sous la Ve République, sous la Ve République, puisque le ministère de la Culture il a été créé en 1959 avec et par André Malraux et donc le général de Gaulle. Donc c'est l'un des ministères un peu symbole du présidentialisme du régime de la Ve République, mais en même temps c'est un outil formidable, ça a été un outil formidable pour la démocratisation de l'accès à la culture. Ouais, je voudrais revenir justement sur deux points importants là que vous avez évoqués, à savoir que c'est finalement plus un ministère des artistes que de la culture, c'est-à-dire un ministère qui idéalement permettrait, sans contrôle de l'État, à des artistes de créer. Et puis par ailleurs, il y a cette question évidemment de l'argent qui est toujours le nerf de la guerre. Comment est-ce qu'on peut faire la synthèse entre les deux? Comment est-ce qu'on peut réconcilier les deux? Je pense qu'on pourrait partir du dossier des intermittents, qui est un peu la patate chaude qu'on se refile de ministre en ministre. On a l'impression qu'il y a une espèce de baptême du feu, qu'à chaque fois qu'un ministre de la Culture prend ses fonctions, il doit d'abord gérer le serpent de mer des intermittents du spectacle. Et ça me semble être assez symptomatique de ce rapport très particulier, de ce rapport financier très particulier qu'entretient l'État, par le ministère de la Culture, et les artistes. C'est-à-dire que autant les secteurs culturels et artistiques en France sont des puissances économiques importantes, autant les artistes sont souvent des gens pauvres, ou du moins qui ont des difficultés d'argent, représentent une partie de la population qui est toujours en difficulté financière. Et c'est vrai que la culture et les artistes sont très subventionnés en France. Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels, oui. Alors, justement, est-ce qu'on pourrait pas... comment... Moi, je suis partagée entre l'idée d'étendre une espèce de régime de l'intermittence du spectacle ou de revenu minimum universel à tous les artistes. Alors, comment est-ce qu'on fait ça sans, finalement, créer une culture d'État? Est-ce qu'on accepte que les artistes sont des individus qui sortent du système capitaliste tel qu'on le connaît et que donc ils doivent avoir un traitement à part? Ou est-ce qu'on considère que les liens entre les artistes et l'État, ils sont toujours troubles et qu'il faut qu'ils soient le plus lâche possible parce qu'on ne peut pas échapper sinon à la création d'une culture officielle? Des artistes, je réagissais sur l'histoire des artistes subventionnés. Parce que, en fait, c'est la culture qui est subventionnée. Ce ne sont pas les artistes directement. Le régime des intermittents du spectacle, ce n'est pas une forme de subvention, c'est une indemnisation du chômage. Donc, au même titre que tous les salariés, mais avec des règles spécifiques, un créateur ou quelqu'un qui travaille dans le domaine artistique, il a le droit à une indemnisation du chômage. Après, la question, c'est de savoir est-ce que, ou pas, on considère que ça fait partie de la subvention que l'État donne à la culture en France. Moi, je considère plutôt qu'il faudrait considérer le régime des intermittents comme quelque chose qui pourrait être finalement assez expérimental, d'effectivement une sorte de revenu minimum garanti qui pourrait être étendu à d'autres que les intermittents, qu'on pense aux étudiants par exemple, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas à tout moment dans une activité productive, mais dont le temps finalement de travail s'étend au-delà des jours où ils sont à proprement parler employés. Mais comment on décide, par exemple, qu'un individu est un artiste et qu'à ce titre-là, il recevra une subvention ou une indemnité? C'est l'État qui décide. C'est un grand problème parce qu'effectivement, on prend les plasticiens, par exemple, ou les écrivains, ils ne reçoivent rien de l'État. Donc, ils ont souvent du mal et en plus, c'est en général ceux qui sont les moins revendicatifs.
Mais eux, ils n'ont pas d'accompagnement particulier. Un écrivain, pour vivre, en général, il a un autre métier, une autre activité alimentaire. Donc là, l'État n'intervient pas. En revanche, dans le domaine du spectacle vivant, les conditions de production des spectacles font qu'il est impossible, parce qu'il faut beaucoup d'argent pour produire un spectacle. On ne peut pas faire ça, enfin, souvent on ne peut pas faire ça chez soi, tout seul dans son coin, sans avoir, en étant complètement en dehors du système. Justement, pour revenir à cette idée d'un revenu minimum garanti, alors c'est une proposition qu'on entend de plus en plus souvent, essentiellement à gauche, de ce revenu minimum universel, l'idée qu'on donnerait à tous les citoyens un revenu de base, 600, 700, 800 euros, enfin voilà, ça se discute. Si on sort justement de la question spécifique des artistes et qu'on décide que le revenu minimum universel est donné à tous les citoyens, par exemple à partir de 18 ans, non seulement ça servirait le travail des artistes, mais surtout, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre effet vertueux, à savoir de créer peut-être un peuple d'artistes, de permettre de créer des vocations, en tout cas de permettre que dans le temps d'une existence, la possibilité de la création soit beaucoup plus forte grâce à ce revenu minimum universel. Est-ce que ce ne serait pas ça une politique culturelle de gauche idéale, par exemple ? En tout cas, après, la question, c'est de savoir est-ce que chacun a envie de devenir artiste ou... bon, pas forcément, mais en tout cas, ce revenu minimum, il peut permettre, en tout cas, d'avoir des activités, même comme spectateur, des activités, des pratiques artistiques plus importantes que ce qu'on a quand on tire le diable par la queue. Mais je crois que ce qui est intéressant dans cette réflexion, c'est aussi de se dire, finalement, ce qu'un artiste apporte à la société, ça va bien au-delà de sa seule activité. C'est-à-dire c'est un modèle finalement qui sort complètement du champ de production capitaliste. Il y a une forme de désintéressement, enfin c'est Hannah Arendt qui écrivait ça dans La crise de la culture, mais il y a une forme de désintéressement dans l'activité artistique qui est intrinsèque à cette activité elle-même. Donc c'est éminemment subversif, évidemment, et ça brise totalement le fonctionnement habituel du système. Donc, permettre justement l'accompagnement de ceux qui créent et qui ne peuvent pas être soumis aux mêmes contraintes de production, finalement, que d'autres salariés, je crois que c'est le signe d'une société très, très évoluée. Alors, puisqu'on s'intéresse aujourd'hui à ce que peut et ne peut pas un ou une ministre de la Culture, et notamment un ou une ministre de la Culture venant de la gauche, j'aimerais qu'on avance en regardant un extrait du film documentaire d'Yves Geland intitulé « Un temps de président ». Trop décidé. Non, mais d'abord, on a vu... Et Monique, bien sûr. Tu n'as pas ta Monique, mais c'est quelqu'un qui... Ouais, Jean-Jacques Ayabou, des anciens ministres, tous les soirs. Ils veulent être aimés. Lui aussi une dimension économique, parce qu'ils sont très fiers d'être un levier économique. Il ne faut pas penser que ça ne vous intéresse pas. Vous êtes un secteur créateur d'emplois. Alors on ne va pas continuer la glose sur ce passage qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, notamment sur se taper les spectacles. Moi, ce qui m'intéresse plus dans cet extrait, c'est ce appel Jack. Est-ce que en gros... Jack et Monique. Et Monique, c'est-à-dire Jack Lang et Monique Lang. Comment est-ce qu'on pourrait dépasser une politique culturelle de gauche qui soit au-delà du stade Jack Lang de la politique culturelle? Ou est-ce que au fond, c'est le seul modèle? Non, mais ça dépend ce qu'on appelle le stade Jack Lang, parce que Jack Lang, il a fait beaucoup de choses pour la culture. Non, mais y compris dans... Voilà. C'est pour ça que je demande, est-ce qu'il y a autre chose à faire? Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire, par exemple avec le numérique. Évidemment, la révolution numérique dans le domaine de la culture, elle est fondamentale. Donc, évidemment, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Il y a beaucoup de choses à faire au niveau aussi européen pour faciliter la circulation des œuvres, des artistes, des publics au sein de l'Union européenne. Et puis surtout promouvoir une vision de la culture
qui est à l'antithèse de la vision très libérale que peuvent avoir les Américains, par exemple, ou donc l'Europe de la culture. Ça existe et c'est porté par la France, c'est incarné par la France. Mais quand on parle de Jack, c'est évidemment... Vous avez été le voir, vous ? Ben moi, je le voyais régulièrement et voilà, c'est un ami. Enfin, voilà, donc, Jack et Monique, parce que c'est vrai qu'on parle toujours de Jack, mais il faut aussi parler de Monique Lang, qui est une femme de culture. Qui fait la politique culturelle de la gauche depuis les années 80 en France, en fait. Mais, bon, dans l'ombre. C'est quelqu'un qui avait une vraie expérience, notamment du théâtre, avec le festival du théâtre de Nancy qu'il avait créé, et qui connaissait parfaitement le ministère de la Culture, et qui a su justement utiliser aussi le lien très proche qu'il avait avec François Mitterrand pour développer la politique culturelle. Non mais alors voilà, sans faire on va pas refaire le bilan des années Lang, où effectivement il y a beaucoup de bonnes choses, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, en matière de politique culturelle, la gauche a du mal à innover. Non, mais c'est surtout parce qu'à l'époque, on avait des moyens, il y avait une ambition pour faire des choses partout en France et dans tous les domaines de la culture. Et malheureusement, quand vous avez un budget, encore une fois, qui est réduit drastiquement, c'est difficile de pouvoir impulser des choses. Je prends un exemple. C'est l'éducation artistique et culturelle. Moi, j'ai considéré que c'était la priorité. Pourquoi ? Parce que la culture, c'est sans doute l'une des inégalités les plus scandaleuses dans l'accès à la culture, ou le fait d'être ou non imprégné par un milieu familial qui vous facilite justement les codes, c'est déterminant. Bon, ça, c'est une injustice scandaleuse. Donc, le rôle de la puissance publique, c'est de permettre de lutter contre ces inégalités. Mais pour des programmes d'éducation artistique et culturelle ambitieux, avec l'éducation nationale et en dehors de l'éducation nationale, il faut de l'argent, il faut des moyens, et il faut une ambition et une volonté. Alors là, effectivement, le seul ministre de la Culture ne peut pas suffire à porter ou à impulser ça partout en France. Il faut un interministériel et il faut les collectivités locales avec lui. Oui, donc on a compris, enfin en gros, il n'y a pas d'argent, donc c'est très compliqué d'avoir une politique culturelle ambitieuse, mais là vous parlez d'éducation culturelle. Tout à l'heure, vous disiez que ce que vous trouviez intéressant, c'était plutôt d'aider les artistes à se développer et finalement de soutenir leur part subversive dans la société. Et c'est toujours le même débat, c'est-à-dire est-ce que le ministère de la Culture va favoriser la pédagogie culturelle, le rôle social de la culture ? Moi, j'aurais tendance à dire, laissons ça à l'éducation nationale, mettons ça sur le budget de l'éducation nationale. Donc, est-ce que c'est ça le rôle du ministère de la Culture, de faire de la pédagogie, ou est-ce que le rôle du ministère de la Culture, c'est justement de promouvoir l'art, et c'est-à-dire de rendre possible la rencontre esthétique entre les citoyens et la création, sans médiation. C'est-à-dire, je pensais par exemple au 1% culturel ou 1% artistique, donc qui prévoit, quand il y a la création d'un équipement public, 1% du budget pour créer une œuvre. Qui me semble être assez passionnant parce que c'est aussi manifester dans l'espace public la création. À mon avis, ce serait intéressant de développer un peu plus ça. Donc là, on n'est pas justement dans la pédagogie culturelle qui a souvent été associée à une politique de gauche. On est dans l'émergence de l'art dans la vie des citoyens sans plus de médiation. Donc comment est-ce que vous... Alors vous allez me dire, il faut faire les deux. Oui. Mais j'ai l'impression qu'on a quand même toujours plutôt défendu cet aspect pédagogie culturel, rôle social, l'artiste aussi comme celui qui doit créer du lien social, ce genre de discours de gauche qu'on entend depuis très longtemps et qui me semble assez creux. Comment est-ce qu'on ne pourrait pas un peu rééquilibrer non, mais je crois partage que parce que parler d'éducation artistique et culturelle, ça ne veut pas dire transformer les artistes en médiateurs culturels, pas du tout. Et d'autre part, il faut avoir effectivement les deux fers au feu, c'est-à-dire d'un côté le ministère, c'est le garant de la liberté de création de tous les artistes sur le territoire, donc une liberté qui doit être absolue. Mais de l'autre côté, c'est aussi le ministère de la Culture qui doit déterminer les conditions d'accès des publics vers les œuvres d'art et vers les lieux de création. Et je crois que la difficulté, elle vient de la différence entre l'art et la culture, finalement.
parce que l'art, c'est la pratique du créateur, c'est le résultat de cette pratique, c'est l'œuvre qui est évidemment unique. Enfin, il y a un côté éminemment d'ailleurs exceptionnel, presque quelque chose d'élitiste, enfin, mais élitaire pour tous, comme dirait Vitesse. Bon, donc, de l'autre côté, il y a le public, les publics, à qui l'on doit permettre, par exemple par des politiques tarifaires, dans les musées ou dans les lieux, dans les théâtres, eh bien, de venir à la rencontre de ces artistes. Et voilà, le ministère de la Culture doit tenir toujours ces deux C'est pas le ministère de la Culture qui décide des tarifs. Ah bah, par exemple, en matière de musée, si, le ministère de la Culture, il a une politique tarifaire qui permet d'homogénéiser la politique des différents musées. Ils ne sont pas tous au même tarif, mais enfin, quand un musée veut augmenter son tarif, il faut qu'il demande l'avis du ministre de la Culture. Donc, évidemment, il faut, ou, par exemple, la gratuité pour les 18-25 ans, c'est décidé par le ministre de la Culture. Et ça fait partie d'une politique dite des publics. C'est vrai, mais Aurélie Filippetti, vous voyez bien que, pour le coup, il y a eu une politique de décentralisation des équipements culturels. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la France, dans les régions, n'ait pas accès à des équipements culturels de qualité, même si on pourrait, ici et là, dire qu'il manque ça et ça, qu'il y a eu des politiques tarifaires en faveur des publics, et qu'en même temps, on voit bien que le fossé se creuse, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, quand même, dans l'accès à la culture, et que le Front National en fait un boulevard en distinguant la culture élitiste de la culture que eux, soi-disant, voudraient valoriser. Donc comment est-ce que on repose cette question des publics, pas seulement sur un mode tarifaire, mais sur un mode là vraiment de gouffre social et culturel? C'est pour ça que d'ailleurs la question de l'éducation, elle est liée à ça. Mais c'est l'éducation, pas seulement l'éducation nationale, c'est aussi tout le tissu associatif, tout le réseau d'éducation populaire, tout ce qui se fait dans les quartiers ou pas dans les quartiers, ou dans les zones rurales, etc., qui permet justement de développer des activités artistiques partout. Mais pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, la culture, c'est encore une fois au cœur d'une certaine vision de la société, que je trouve une vision très progressiste de la société. C'est-à-dire que quand on est de gauche, on ne considère pas la culture comme une pratique simplement individuelle. Évidemment, ça va me toucher moi, ça va toucher mon émotion, ça va toucher ma sensibilité. Donc il y a une dimension éminemment individuelle dans l'émotion esthétique. Mais en même temps, il y a une dimension collective et donc une dimension politique éminente dans la culture. Ça, c'est une vision de gauche de la culture. C'est-à-dire que le fait de défendre des espaces comme ça de liberté absolue, évidemment de liberté de création pour les artistes, mais aussi liberté de rencontre, d'espace où il se passe quelque chose. Tout d'un coup, il va se passer quelque chose. Il va y avoir une étincelle ou pas sur une scène de théâtre, dans un centre chorégraphique, au détour d'une bibliothèque, d'une médiathèque. Une petite étincelle. La possibilité d'avoir ces espaces-là, quelque part, c'est ce qui fonde, à mon avis, le côté éminemment... éminemment progressiste de la politique culturelle. Je vous entends tout à fait, mais vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui ça tourne un peu à vide? Là, on a vu encore aux dernières élections ces artistes en résistance face au Front National. On a l'impression que ça marche ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Entre les artistes qui vont prendre position publiquement dans le débat public sur tel ou tel sujet et simplement les artistes, les créateurs qui, par leur activité, au fond, l'activité artistique, c'est toujours une activité de résistance. Oui, mais on somme les artistes toujours d'être en résistance. C'est-à-dire que quand Manuel Valls dit les artistes les intellectuels, les artistes ne s'expriment pas assez pour lutter contre le FN, c'est quand même inouï. Moi, je ne demande pas aux artistes de s'exprimer. D'ailleurs, moi, les comités de soutien, etc. Alors, il y a une chose pour laquelle j'avoue que je suis totalement rétive, à laquelle je suis très rétive, c'est justement l'organisation des comités de soutien, etc., etc. Je trouve que ça, en plus, c'est devenu contre-productif aujourd'hui. On ne peut pas demander aux artistes. On ne peut pas sommer les artistes de donner des leçons de morale, finalement. C'est ça, de donner des leçons à quiconque. Non, l'artiste, il est à sa place dans la société quand il crée, parce que son activité créatrice elle-même, en soi, est déjà un acte de rébellion contre l'ordre existant. Mais je suis tout à fait d'accord, dans les zones rurales reculées, les cités difficiles, etc., c'est tout à fait profitable qu'il y ait des artistes, mais
on a le sentiment parfois que là où a échoué le politique, l'artiste vient en rustine sociale et pour essayer de mettre un peu de baume sur tout ça. J'ai le sentiment, c'est ce que disait Joseph aussi, qu'on somme quand même les artistes alors que le pays est dans une crise intellectuelle, sociale, politique, économique depuis un certain nombre d'années maintenant. On les somme d'intervenir là où le pouvoir politique s'est montré impuissant. C'est-à-dire que avant de faire venir un artiste dans une médiathèque, dans une cité difficile, il faut assurer des transports en commun, le planning familial, etc. Alors, on peut aussi tout faire ensemble. Mais est-ce qu'il n'y a pas là aussi une espèce d'idée de représentation de gauche de l'artiste qu'il faudrait avoir le courage de déboulonner? Mais moi, je crois que considérer l'artiste comme un succès, enfin, je ne suis pas une assistante sociale ou voilà, un médiateur, c'est se tromper. C'est pas ça un artiste. En revanche, et j'ai eu beaucoup d'exemples comme ça quand j'étais au ministère, j'ai vu beaucoup de choses comme ça. J'ai inauguré par exemple des commandes publiques dans des zones rurales. Je pense à Dieuze, une magnifique installation d'art contemporain. Ou dans la Meuse par exemple. Mais ça, ce sont des artistes qui simplement font leur travail, j'allais dire, d'artiste, et qui suscitent une rencontre et une émotion de la part de ceux qui habitent là et qui, finalement, n'ont pas moins le droit que d'autres d'avoir accès à l'art contemporain. Et d'ailleurs, un jour, inaugurant cette commande publique, une dame m'a dit « Mais vous voyez, nous, on n'est pas des ploucs, nous aussi, on aime l'art contemporain. » Donc on a le droit d'avoir de l'art contemporain chez nous. Et c'est une vision fausse de considérer finalement que l'artiste il va venir comme missionnaire pour éclairer le bon peuple. Non, les gens, d'abord aujourd'hui, tout le monde est très connecté, et mobile, les gens bougent et savent ce qui se passe dans le champ de la création. Et puis quand il y a quelque chose qui est chez eux, c'est encore mieux parce que évidemment j'allais dire, c'est presque un droit, enfin c'est quelque chose que, en tout cas qu'on leur doit dans les zones rurales comme ailleurs et qui contribue par surcroît à améliorer le lien social, etc. Mais c'est pas et sans opposer le patrimoine et la création comme veut le faire le Front National. Oui, enfin ceux qui... Enfin, le patrimoine d'aujourd'hui, c'est la création d'hier, voilà. Ouais. Mais vous n'avez pas quand même... parce qu'évidemment, on ne va pas accuser la culture de tous les maux, puisque de toute façon, le degré de délitement social et politique actuel n'est pas lié qu'à la culture, mais que comme c'est sans doute la culture qui capte ce qu'on a de commun, et ben quand le commun se délite ou se tend, et ben voilà, c'est sur les politiques culturelles qu'on a l'impression que ça se voit en premier et que donc on accuse en premier chef. Et que du coup la responsabilité est plus forte, non? C'est-à-dire que quand on ne sait pas vers qui se tourner, on se dit voilà, c'est ça, il faut mettre des artistes ou faire de la politique culturelle pour résoudre tous les problèmes du monde. Ça, mais sans argent. Pas possible. Et en plus sans argent. Donc ça, c'est pas possible. L'artiste, il va donner un regard sur le monde, il va mettre le fer dans la plaie aussi, mais enfin, il ne pourra pas à lui seul résoudre les problèmes. Effectivement, c'est pas par des associations culturelles aussi fortes soient-elles qu'on peut résoudre les problèmes des sentiments de marginalisation de certains quartiers, par exemple. Alors parlons un peu d'argent, parce que c'est un peu ce que fait Contre-Champ. Vous, quand vous étiez ministre, Aurélie Filippetti, vous aviez beaucoup insisté sur un rapport conjoint du ministère de la Culture et de l'Économie qui montrait que la culture contribuait au PIB à hauteur de, je ne sais plus, à peu près 57 milliards d'euros, 3,8% du PIB, ou 3,2, excusez-moi, soit 7 fois, c'est ça le chiffre qui a marqué, la valeur ajoutée de l'industrie automobile. Est-ce que, même si évidemment il faut montrer en quoi la culture contribue au PIB, est-ce que finalement prendre pour principal argument cette contribution de la culture au PIB, c'est pas aussi une forme de démission idéologique? Non, parce que vraiment, moi j'étais dans une bataille très serrée sur les questions budgétaires. Et ça a été très dur pendant les 2 premières années, parce que quand on a une diminution, encore une fois, 4% la première année, 2% la deuxième année, c'est terrible, parce que le ministère il avait déjà été appauvri auparavant. Donc voilà, c'était très dur. Donc,
sans cesse, le ministère de la Culture était sommé finalement de justifier son existence. Et on nous regardait, alors ça c'est traditionnel, par exemple les gens de Bercy regardent le ministère de la Culture comme un ministère dépensier, le dépensier par excellence, comme si évidemment ça ne servait à rien. Comme si la culture, pour reprendre une métaphore un peu misogyne, c'était une danseuse, et voilà, la danseuse de la politique, du budget de l'État. Bon, donc moi j'ai voulu, à travers ce rapport, aussi avoir des arguments qui parlent le même langage que nos adversaires. Vous comprenez qu'on puisse se dire que c'est aussi dangereux de parler le même langage. Je ne pense pas que ce soit dangereux, parce qu'il faut pouvoir tenir le discours, évidemment, de la liberté de création, de l'émotion, du public, de la démocratisation, et le discours économique, puisqu'à un moment, on parle aussi d'espèces sonnantes et trébuchantes. Donc, quand on vous dit, ça ne sert à rien la culture, enfin, en tout cas, ça ne rapporte rien, et donc, comme on est en temps de crise, il faut qu'on diminue votre budget, et puis quand ça ira mieux, eh bien, on vous redonnera de l'argent parce que finalement, la culture, c'est un luxe. Je voulais aussi pouvoir dire que la culture, ce n'est pas un luxe, y compris d'un point de vue économique. Quand on parle de ce que c'est que la France, c'est l'histoire, c'est évidemment ce qui fait que ce pays est regardé partout dans le monde comme un grand pays de culture, mais ce sont aussi des activités partout sur le territoire qui permettent à des territoires de vivre, de se développer. Donc c'est du lien social, c'est de la fierté pour les gens qui y participent, qui y habitent, c'est du bonheur, c'est de la joie, c'est de l'émotion. Mais en plus, c'est aussi de l'argent et des ressources. C'est pas seulement, c'est en plus. Mais non, c'est pas seulement et c'est en plus. Et pour moi, c'était important parce que j'en avais assez de subir cette vision-là de la culture comme un luxe, comme du strass et des paillettes. Donc évidemment, comme on était dans une crise économique majeure, la tentation, si vous considérez que c'est un luxe, c'est de dire on va réduire ce qui n'est pas essentiel, ce qui n'est pas vital. Mais comme il apparaît assez clairement que de toute façon, le budget du ministère de la Culture sera toujours un budget très faible, enfin, à moins d'une révolution politique, qu'on saute même la 6e et la 7e République et qu'on arrive à la 8e et que le budget de la culture soit important, comment est-ce qu'on fait pour régler ce problème structurel du manque d'argent ? Alors, on pourrait avoir une solution radicale qui serait de dire on supprime le ministère de la Culture et puis finalement on s'en tient aux échelons régionaux, locaux qui sont assez efficaces. Et Joseph rappelait tout à l'heure que le maillage du territoire, il est fait. Donc, est-ce que on pourrait imaginer de supprimer cet échelon national, ou alors est-ce qu'on pourrait imaginer quelque chose peut-être d'un peu moins radical qui serait de confier des missions temporaires au ministère de la Culture, c'est-à-dire de choisir donc un ministre intermittent et de dire sur tel projet, par exemple, pendant 6 mois, le ministère de la Culture se recrée pour remplir une mission avec tel budget et puis sera rappelé quand il y aura une nouvelle mission. Et c'est vrai que quand Malraux a créé le ministère des Affaires culturelles, il fut créé pour lui. Plutôt De Gaulle dit à Debré, donc son Premier ministre, il faut absolument qu'on garde Malraux, donc trouvez-lui un truc. Et donc à l'origine, le ministère, les Affaires culturelles sont créées pour un individu. Donc on pourrait aussi imaginer de choisir des individus, peut-être plutôt d'ailleurs de la société civile que du monde politique, à qui on confie ces missions. Est-ce que ce ne serait pas une piste budgétaire envisageable ? C'est un petit peu ce que Sarkozy avait fait avec le Conseil de la création artistique. Mais tout ça, ça provoque quoi ? Ça provoque simplement un affaiblissement de la politique culturelle, voire sa dissolution, au fond, nationale. Mais localement, alors si la France devenait un pays, un État fédéral, tout à coup, les régions étaient l'entité souveraine, on aurait des politiques régionales qui prendraient le pas, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Pour moi, la culture, elle est intrinsèquement liée, une politique culturelle, c'est intrinsèquement lié à la souveraineté de notre pays. C'est-à-dire que vraiment, ça fait partie du cœur de ce que c'est que la France, selon moi. Et quand la France défend l'exception culturelle à Bruxelles, c'est dans sa mission, c'est ce que d'ailleurs les autres attendent d'elle, c'est dans les grandes visions qu'elle peut porter, dans les grands projets qu'elle peut porter sur la scène internationale. Donc je crois que ça serait une erreur
de faire disparaître le ministère de la Culture sous prétexte qu'effectivement, il est toujours dans une tension, dans une difficulté enfin, dans sa budgétaire. forme actuelle, ce que je voulais, c'est... Mais est-ce qu'il ne faut pas réformer quand localement, même ça? alors maintenant, j'en parlais tout à l'heure, les financements croisés avec les régions, par exemple, les départements, les communes, parce que c'est beaucoup les communes en fait qui financent la politique culturelle sur le territoire, ou les intercommunalités, bon, les financements croisés, ça marche plutôt bien. Le risque, c'est que parfois, et on l'a vu quand il y a eu des élus Front National qui ont été élus dans certaines communes, ben, eux, ce qu'ils veulent, c'est instrumentaliser la culture. C'est-à-dire, en fait, mettre au pas les artistes, la création, en faire des objets de communication ou de propagande. Et ça, c'est évidemment très dangereux. Et pour ça, l'État peut avoir ce rôle de garant de la liberté. Ça, je vous entends qu'effectivement, il faut garder une souveraineté culturelle à la fois vis-à-vis peut-être de tendances supranationales, en faire une marchandise, ou face à une instrumentalisation locale de ça. Mais comment est-ce qu'on fait pour à la fois garder cette souveraineté et peut-être en finir avec une forme de monarchie culturelle dont le ministère Malraux et d'une certaine manière le lien, le tandem Lang-Mitterrand ont été aussi des incarnations et avec lesquels on se dit qu'on ne peut pas vraiment susciter voilà, cette diversité de création, de manière de faire dont on a sans doute besoin aujourd'hui. D'abord, sur la souveraineté, je crois que c'est important aussi, pas seulement vis-à-vis des risques d'extrémisme, mais aussi, par exemple, vis-à-vis aujourd'hui des énormes entreprises multinationales de l'Internet et du numérique. Face à Google, par exemple, on se rappelle la tentation de Google de vouloir numériser aussi bien tous les fonds des bibliothèques, des grandes bibliothèques, ou les œuvres d'art et les œuvres de nos musées. Bon, s'il n'y a pas en face une volonté forte de dire non, parce que ces œuvres doivent rester la propriété nationale de l'ensemble de nos concitoyens, et donc échapper à la captation par une entreprise privée, y compris sous leur forme numérique, bon, si on n'a pas ça, et s'il n'y a pas quelqu'un à un moment pour incarner, pour défendre ça, on risque de perdre des pans entiers de notre patrimoine, de notre histoire, mais aussi de ce qui fait qu'on est un pays libre, parce qu'un pays libre, c'est un pays qui est aussi maître de ses œuvres, de ses archives, de ses fonds de bibliothécaires, et qui ne laisse pas capter sous ces formes numérisées ces fonds. Pourquoi est-ce que... Parce que moi, il se trouve que j'ai eu entre les mains justement toutes les lettres que vous envoyez à Jean-Marc Ayrault, alors Premier ministre, pour dire attention, il ne faut pas réduire le budget autant, on en a besoin et tout ça. Pourquoi est-ce que ce poste de ministre de la Culture reste aussi désiré alors que quand même ça n'a pas l'air toujours évident? C'est quoi? C'est toujours ce prestige qu'est la culture en France? C'est passionnant. Puis et vous y retourneriez? Vous allez au spectacle. Si j'avais des conditions, et des bonnes conditions, et dans une équipe aussi qui incarne certaines valeurs, oui, pourquoi pas. Mais encore une fois, la culture, c'est pas seulement un symbole. C'est aussi une certaine vision de la société, une vision du monde et une vision très politique. Le risque, ce que moi j'ai ressenti au ministère de la Culture, c'est que souvent, certains considèrent à l'extérieur que ça doit être un ministère apolitique. Et donc, qu'un ministre de la Culture, il est de gauche ou il est de droite, mais au fond, c'est pas très grave. C'est le ministère des artistes, quoi. Oui. Et d'ailleurs, ce que n'était pas Jack Lang. Jack Lang était un ministre très politique. Ce qu'il a fait, c'était, pour en revenir à lui, c'était une politique de gauche. Mais donc, aujourd'hui, c'est ça un petit peu l'idée. Donc, vous devez être consensuel et plaire à tout le monde. Bon, je pense, moi, qu'il y a une politique culturelle de gauche. Et cette politique culturelle de gauche, c'est évidemment de laisser cette part de subversion qu'il y a dans l'art émerger, éclore au sein de la société. Et c'est aussi de permettre, justement, que ceux qui finalement ont le plus besoin de cet espace de liberté-là puissent y avoir accès. Mais ça veut dire donc, pour que la subversion soit possible, il faut arriver à tenir cet équilibre entre donner de l'argent en ayant le moins de pouvoir possible. Exactement. Voilà. C'est exactement ça. Mais c'est pas du tout une aporie. À mon avis, c'est le rôle, justement, aujourd'hui, d'un ministre de la Culture moderne. C'est de refuser toute espèce de tentation de
de contrôle, de pouvoir. C'est refuser justement cette vision monarchique. Comme vous le disiez, la culture n'est pas là pour l'apparat du pouvoir ou l'apparat du prince. Ce n'est pas les ors de la République. C'est vraiment un territoire de liberté à part entière. On a la chance en France d'avoir ce legs de l'histoire avec les grandes figures. On a parlé de Malraux et de Lang, mais on peut parler de Jean Zay aussi dans les années 30 sous le Front populaire. Donc c'est ça, ce sont des espaces de liberté. Et ça, c'est incomparable. Et est-ce que, par exemple, le mécénat privé et l'intervention des entreprises, parce qu'il y a de plus en plus de... Parce que ce que vous dites, ça ressemble au mécénat, finalement. Le donner de l'argent sans demander du pouvoir, c'est une forme de mécénat. Ah non, mais ça, le mécénat, c'est privé. Moi, je parlais de... Oui, mais est-ce qu'on pourrait imaginer, justement, voilà, une forme de mécénat public, d'une part, et surtout, qu'est-ce que vous pensez d'une répartition du budget et du travail, d'une certaine façon, avec les entreprises privées? Ça se fait de plus en plus. Il y a de plus en plus de grandes expositions, même d'œuvres de plasticiens qui sont financées directement par des marques, par des entreprises. Est-ce que vous pensez que ça, c'est quelque chose à développer, ou qu'au contraire, il faut que l'État reprenne la main? Oui. Ça peut exister, mais il faut des règles, c'est ça, et des règles assez strictes pour éviter des conflits d'intérêts. Finalement, c'est un petit peu comme dans le champ politique ou dans le champ public ou économique en général. Il faut éviter tout conflit d'intérêts. En matière, on ne va pas rentrer dans un débat trop technique, en matière d'art contemporain, on sait qu'aujourd'hui, le marché de l'art contemporain, c'est énormément d'argent. Donc, les rapports entre nos musées nationaux, par exemple, et les mécènes privés, qui peuvent financer, aider, accompagner certains artistes, ils doivent être très, non pas encadrés, mais regardés de près pour éviter toute forme, encore une fois, de conflit d'intérêts. Alors, il y a un domaine, parce qu'on n'en a pas encore parlé, sur lequel le pouvoir du ministre de la Culture est bien réel, mais qui est un peu monarchique, c'est le pouvoir de nomination. Oui, c'est celui qui coûte pas cher. Alors, c'est celui qui ne coûte pas cher, qui se voit, qui suscite tous les fantasmes, toutes les pressions, oui, etc. D'ailleurs, l'année 2016 est déjà annoncée comme un grand moment voilà, donc ça, c'est échelonnant. On égrène comme ça le feuilleton des nominations. Donc, et là, il y a un vrai danger pour le ministère et pour le ministre de la Culture. C'est d'être réduit à ça, en fait, à ce pouvoir de nomination qui serait un pouvoir discrétionnaire. Donc, j'avais essayé, moi, de mettre en place des procédures. Parce que voilà, l'homme est faillible, donc il faut que les institutions ne le soient pas, enfin lui servent de garde-fou. Et des procédures avec des jurys, des commissions qui auditionnent des gens sur des projets de manière paritaire aussi, parce qu'il y avait cette inégalité flagrante dans les nominations et dans les directions d'établissement qui était qu'il y avait 90 ou 95% d'hommes. Bon, donc je suis assez contente, fière même d'avoir pu faire avancer ce débat sur les procédures de nomination, à cette époque-là en tout cas. On verra si votre successeuse ne sera pas réduite pendant cette année 2016 au pouvoir de nomination. Merci beaucoup d'être passé par nos studios du Passage Brûlon. Et nous, Joy, on se retrouve dans un mois pour un nouveau Contre-champ. Merci beaucoup.